La séance est reprise. La parole est à Monsieur Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je tiens en premier lieu à remercier le groupe GDR pour l'organisation de ce débat dont le sujet concerne le quotidien et l'avenir de centaines de milliers d'élèves, de familles et de professionnels de l'éducation nationale et du secteur médico-social. L'intitulé que vous avez choisi pour cet échange m'incite d'emblée à une réponse claire. Oui, l'école inclusive est une réalité. Elle est une réalité parce que le système scolaire français accueille plus de 430 000 élèves en situation de handicap dans nos écoles. La croissance annuelle dépasse 6% par an. Il y a désormais une croissance plus forte du nombre d'enfants en situation de handicap dans le second degré que dans le premier, ce qui dénote que ces élèves bénéficient de l'école et progressent dans le système scolaire. L'école inclusive est aussi une réalité pour les équipes pédagogiques, puisque aujourd'hui, tous les enseignants pratiquement ont ou ont eu dans leur classe un enfant en situation de handicap. C'est une question qui est d'ailleurs incluse dans leur formation initiale. C'est aussi une réalité en termes d'engagement des ressources de l'État, puisque au budget 2023, près de 3,9 milliards d'euros de crédits sont consacrés par mon ministère à l'école inclusive. Ça représente 1,7 milliard d'euros de plus qu'en 2017. C'est plus de 80% d'augmentation. Cet accueil des élèves en situation de handicap s'est accompagné d'une croissance très forte de l'aide humaine qui leur est apportée, puisque nous avons désormais plus de 130 000 AESH, des accompagnants d'élèves en situation de handicap, un nombre qui a cru de 50% depuis 2017. Et il y a aujourd'hui un AESH pour 8 enseignants, de telle sorte que ce métier est devenu le second métier de l'éducation nationale en nombre. Nous avons également multiplié le nombre de dispositifs d'inclusion, puisque nous avons aujourd'hui 10 300 classes Ulysse. Chaque collège en aura une d'ici la fin du quinquennat. Et puis, nous avons, en lien avec la ministre déléguée aux personnes en situation de handicap, développé des dispositifs qui permettent l'inclusion dans l'école d'élèves souffrant de handicap qui nécessitent un accompagnement médico-social très intense. Je pense ici, par exemple, à des unités d'enseignement externalisées, par exemple pour les enfants qui sont atteints de troubles autistiques et pour les enfants polyhandicapés. Tout cela constitue une transformation profonde de l'école et un progrès majeur pour des centaines de milliers d'enfants et leurs familles. C'est un pas, un grand pas, vers la construction d'une société pleinement inclusive. Ignorer cette réalité, ce serait bien sûr être aveugle à l'engagement des équipes sur le terrain, comme à celui des différents responsables politiques qui œuvrent depuis des années à la construire. Sommes-nous pour autant dans un système parfait, abouti? Est-ce que nous répondons pleinement à cette promesse d'égalité? De toute évidence, ce n'est pas encore le cas. Notre système d'école inclusive connaît des limites, il faut pouvoir les nommer et il faut pouvoir y répondre. En effet, notre système est confronté à de nombreuses difficultés. Je ne vais pas revenir sur chacune d'entre elles parce que je sais qu'elles pourront faire l'objet de votre question et je serai heureux d'y répondre à cette occasion. Je voudrais simplement m'arrêter sur deux d'entre elles qui me semblent très structurantes. La première limite du fonctionnement actuel, c'est le choix collectif de privilégier la compensation à l'accessibilité. Je veux dire par là que ce choix s'est traduit par le caractère quasi unique, parfois même presque automatique, de la réponse que nous apportons pour accompagner les élèves en situation de handicap, c'est-à-dire l'aide humaine dans la classe, la mobilisation des AESH. Mais est-ce toujours la bonne réponse pour faire progresser les élèves, améliorer leur autonomie, garantir leur accès au savoir? Je ne le crois pas. Est-ce que nous pourrons poursuivre sans fin l'augmentation du nombre d'AESH pour répondre aux notifications des MDPH? Je ne le crois pas non plus. Cette réponse systématique n'est pas satisfaisante
Sur le fond, elle pose des difficultés concrètes de recrutement, de valorisation de ce métier ô combien essentiel. Si nous avons pris des mesures pour améliorer la situation des AESH, il nous faut trouver les voies et les moyens de proposer à celles qui le souhaitent un temps complet. Cette réponse unique pose enfin des difficultés réelles dans certaines classes où l'enseignant est entouré de 1, 2, 3, 4 AESH. Il faut de l'aide humaine, c'est incontestable, elle est indispensable pour accompagner certains élèves, elle est nécessaire pour accompagner la montée en charge dans le second degré, mais ce n'est pas la seule réponse à mobiliser. La seconde difficulté réside dans la capacité de l'école, en l'état actuel, à accueillir plus d'enfants souffrant de handicap qui nécessitent plus de soins, plus de ressources éducatives et plus de différenciation dans les ressources, dans les approches pédagogiques. Malgré les appuis du secteur médico-social pour apporter des soins et un accompagnement éducatif, il faut reconnaître que de nombreuses équipes pédagogiques, que de nombreux enseignants se sentent en difficulté pour bien accueillir, bien accompagner et surtout faire progresser ces élèves. Il faut trouver des réponses à ces alertes et à ces préoccupations. Elles sont légitimes, elles témoignent de l'engagement des enseignants et des enseignantes. Sans réponse, elles mettront en péril l'évolution de l'inclusion scolaire. Dès lors, il nous faut penser et avancer vers ce que nous appelons un acte 2 de l'école inclusive qui permette de mieux répondre aux enjeux actuels et d'approfondir ce mouvement. Il nous faut mieux répondre aux attentes des familles et des professionnels en ayant toujours pour boussole, si je puis dire, l'intérêt des élèves. Cette réflexion sur l'acte 2 de l'école inclusive s'inscrit dans une réflexion plus large pilotée par Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée aux personnes en situation de handicap. Elle est en cours et elle aboutira dans quelques semaines lors de la prochaine conférence nationale du handicap prévue à la fin du mois d'avril. Sans préjuger de ces conclusions, je voudrais vous dire sur quoi elles se fondent. D'abord, elles se fondent sur la mobilisation des acteurs de l'école inclusive. Nous avons notamment mis en place un groupe de travail composé de parlementaires, que je remercie au passage, d'associations, de représentants de parents d'élèves, de représentants de collectivités territoriales, de membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées, de directeurs de MDPH, des administrations de l'État concernées, d'inspecteurs de l'éducation nationale. Ce groupe a émis une douzaine de propositions, comme par exemple la mise en place d'équipes ressources dans chaque école ou chaque établissement, la conception d'écoles et d'établissements qui incluent le médico-social dans leurs murs ou à proximité. Et en parallèle, nous échangeons avec les organisations syndicales qui, elles aussi, nous font part de leurs constats et de leurs propositions. Nous les expertisons, ces propositions, et elles vont alimenter les mesures qui seront prises. En second lieu, cette réflexion s'appuie sur quelques principes et orientations qui sont d'ailleurs convergents avec les analyses du groupe de travail que je viens d'évoquer. Tout d'abord, il faut affirmer et réaffirmer que tous les enfants, quels qu'ils soient, ont un droit et une obligation d'instruction. Il est de notre devoir d'assurer l'effectivité de ce droit. Et pour cela, l'école devra être la clé d'entrée de l'accueil et de l'accompagnement des familles et des élèves pour assurer leur bonne scolarisation. C'est dans cet esprit, par exemple, que j'ai décidé qu'à partir de la rentrée 2023, tous les enfants, y compris ceux qui sont dans des établissements médico-sociaux, se verront attribuer un identifiant national élève qui les rattache à l'éducation nationale et à une école. Ensuite, l'école inclusive doit mobiliser de manière permanente l'ensemble des moyens d'accessibilité et de compensation pour devenir à terme accessible par défaut. Mais le point de départ, c'est bien l'adaptation pédagogique et donc l'accessibilité de l'école. L'accompagnement humain interviendra toujours, mais il doit retrouver sa juste place. Enfin, pour atteindre ces objectifs et aussi pour que les familles puissent mieux s'orienter et être accompagnées, l'échelon territorial de proximité doit être renforcé et l'établissement scolaire doit devenir progressivement le lieu où tous les acteurs de la communauté éducative, les élèves comme les enseignants, disposent du soutien nécessaire. Tout cela suppose, comme le suggère le groupe de travail, de renforcer la présence du secteur médico-social dans les écoles et les établissements, de faire des efforts importants de formation et de partage de culture professionnelle
et de réaffirmer la responsabilité de l'éducation nationale dans la détermination des solutions qui conviennent à chaque élève. En conclusion, je voudrais insister sur 2 points. Le premier, c'est ma conviction finalement que aller vers une école plus inclusive, c'est une obligation politique qui repose sur notre pacte social républicain. C'est une obligation juridique, d'ailleurs, au regard des engagements internationaux de la France, mais c'est aussi et surtout une obligation vis-à-vis des élèves concernés et de leurs familles. Le second point, c'est que cet approfondissement de l'inclusion à l'école pour les élèves en situation de handicap bénéficiera à tous les élèves, en réalité, à commencer par celles et ceux qui, sans être reconnus en situation de handicap, ont des besoins d'apprentissage particuliers à un titre ou à un autre. Il s'agit donc là d'une évolution très cohérente avec les autres objectifs que je porte, en particulier ceux liés à la réussite des élèves et ceux liés à l'amélioration de la mixité sociale et scolaire. J'ai salué, mesdames et messieurs les députés, au début de mon intervention, l'intérêt de ce débat. Les échanges que nous allons avoir, les points de vue que vous allez exprimer et auxquels je prêterai grande attention, permettront, j'en suis certain, de nourrir et d'enrichir les mesures concrètes que nous allons prendre sur ce sujet. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Nous en venons aux questions. Je vous rappelle que la durée